Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions, et on continue aujourd'hui notre série sur les biais cognitifs, et on va commencer par une petite histoire, une petite expérience. Dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, certains scientifiques se sont posé la question, pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel niveau de conflit ? Ils se sont demandé comment est-ce que les conflits entre différents groupes de personnes apparaissent, comment est-ce qu'ils évoluent et comment est-ce qu'on peut trouver une solution potentielle. L'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui a été publiée en 1954 par une équipe de psychologues qui comprend des gens qui s'appellent Sherif, Harvey, Whitehood et Sherif, qui sont là 2 fois. Et l'expérience était une expérience de sciences sociales où on avait pris 22 garçons entre 10 et 12 ans et on les avait envoyés essentiellement dans une colonie de vacances. La façon dont le groupe avait été sélectionné était assez importante. Donc on avait pris des enfants dans différentes écoles de Oklahoma City. On avait pris des enfants qui venaient exclusivement de familles protestantes, de classe moyenne, qui avaient de bonnes notes à l'école, avec un QI médian de 112, ce qui était un petit peu au-dessus de la moyenne. Le but était de sélectionner des enfants qui venaient de familles aussi stables et aussi homogènes que possible. Et la question que se sont posées l'équipe de psychologues, ça a été de dire on va essayer de créer un conflit entre ces enfants et on va essayer d'étudier les causes, le développement et les solutions possibles du conflit entre ces groupes. Et donc pour commencer, la première étape a été de séparer ce groupe de 22 enfants en 2 groupes de 11. Et l'idée était qu'on allait avoir un plan en 3 étapes. La première étape allait être justement de séparer les enfants, de les mettre dans des camps différents dans la colonie de vacances, et puis graduellement de les faire se rencontrer. La deuxième étape aurait été de créer du conflit en mettant ces 2 groupes en compétition dans différentes compétitions sportives, athlétiques, de façon à gagner des prix, dans l'idée que voilà, on met ces deux groupes en opposition pour être en concurrence pour une ressource qui sont les prix. Donc bien souvent, c'était des petits prix en argent ou alors des bonbons, ce type de choses. Et dans l'étape 3, on allait essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce conflit entre les 2 groupes. Le premier résultat de l'expérience est arrivé très tôt et très surprenant. Ça a été que le simple fait de séparer le groupe de 22 enfants en 2 groupes de 11 a suffi pour créer le conflit. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'introduire des paramètres extérieurs de compétition pour obtenir des prix. Le simple fait d'avoir séparé les groupes en 2 et de les avoir fait se rencontrer a suffi pour instaurer une hostilité immédiate entre les 2 groupes. Et d'ailleurs, dès qu'ils se sont rencontrés, les 2 groupes ont commencé à développer des styles de communication différents et à développer même des identités spécifiques. Et donc, on avait un groupe qui s'était auto-proclamé le groupe des aigles, et l'autre groupe s'était auto-nommé le groupe des serpents. C'est intéressant ici de voir qu'à partir du moment où les groupes étaient séparés et ne se connaissaient pas, ils n'avaient pas besoin de se nommer. À partir du moment où ils se rencontrent, les 2 groupes décident de se nommer et de rentrer en concurrence. À partir de ce moment-là, la compétition va rapidement devenir de plus en plus intense, en particulier au moment où on introduit les fameuses compétitions sportives avec les prix à gagner, et on se retrouve à avoir des situations où les groupes se bagarrent fréquemment. On a une histoire où les aigles vont s'introduire dans le camp des serpents, vont voler leur drapeau et vont le brûler. Et en représailles, l'autre groupe, les serpents, vont raider le camp ennemi et volent le jean du leader, le peignent en orange, et ils prennent le jean peint en orange et ils en font un drapeau sur lequel ils ont écrit la légende « Le dernier aigle ». Donc vous avez ici une escalade très rapide du conflit entre ces 2 groupes qui, je vous le rappelle, étaient des groupes homogènes qui ont été répartis de façon aléatoire, des enfants qui viennent de la même ville, des mêmes types de familles, qui ont la même religion, le même type de culture. Et pourtant, très rapidement, ils vont se retrouver en conflit. Encore plus étonnant, ils vont réussir à développer des stéréotypes négatifs d'un groupe et de l'autre. Et donc les serpents
qui sont un des deux groupes, avaient tendance à utiliser pas mal de jurons, de gros mots, se voyaient un peu comme des durs à cuire. De l'autre côté, les aigles, eux, se voyaient plutôt comme les gens qui étaient droits, qui avaient la bonne morale, etc. Et donc d'un côté, vous avez les serpents qui, eux, se voient comme des durs à cuire et voient les aigles comme un peu des faillots, des gars un peu propres sur eux. Et de l'autre côté, les aigles eux-mêmes se voient comme des gens droits qui gardent la morale, qui parlent correctement, et les serpents comme des racailles essentiellement. Rappelons encore une fois que le groupe d'origine était absolument homogène et réparti de façon aléatoire. Et ce qu'on voit là, comment est-ce qu'un groupe homogène de 22 enfants, le seul fait de les séparer en deux va leur permettre de rentrer en conflit, va leur permettre de développer des identités propres pour chaque groupe et va leur permettre de développer des stéréotypes négatifs de l'autre groupe. Ça, c'est ce que j'appelle le biais de tribalisme. Ça va être le 3e épisode de notre série sur les biais cognitifs. Je rappelle que voilà, on est en plein milieu de cette série sur les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont toutes ces particularités de l'esprit humain qui font que nous ne sommes pas tout à fait rationnels. Le but ici, c'est de mieux comprendre comment les humains réfléchissent et de mieux comprendre le comportement humain pour pouvoir mieux communiquer et mieux persuader. C'est aussi l'occasion de comprendre comment vous-même, vous allez pouvoir vous connecter avec le monde, comment est-ce que vous fonctionnez dans les groupes et en opposition avec d'autres groupes, et comment est-ce que vous pouvez améliorer votre propre système de réflexion et vos propres décisions. Puisque une chose qui revient encore et encore dans cette série, c'est que les biais cognitifs, on peut les remarquer, on peut les étudier, mais personne n'est immunisé. Et en fait, même les gens qui sont par exemple des investisseurs ou des marketeurs qui passent tout leur temps à étudier les biais cognitifs, continuent à tomber dedans eux-mêmes dans leur propre vie, tout simplement parce que c'est la nature humaine. Si vous voulez retrouver tous les épisodes de cette série sur les biais cognitifs, vous pouvez vous rendre sur le site à l'adresse marketingmania.fr/billets, BIAS. Et quand vous vous rendez sur cette page, vous aurez l'occasion de télécharger un guide PDF qui résume tous les biais cognitifs dont on va parler dans cette série, qui vous permet d'avoir un petit résumé que vous pouvez garder, auquel vous pouvez vous référer, qui résume un peu toutes ces idées, qui peut être utile quand vous écrivez des pages de vente ou quand vous construisez une campagne marketing, pour réfléchir vraiment à différentes idées qui peuvent vous permettre de renforcer votre campagne en utilisant ces biais vraiment fondamentaux dans la nature humaine. Nous commençons par définir ce que c'est que le tribalisme. Le tribalisme, c'est pas un terme officiel, c'est un terme que j'ai moi-même inventé pour rassembler tout un tas de tendances qui ont été identifiées par la psychologie et par le marketing. Voilà ce que je veux dire par tribalisme. Le tribalisme, c'est la tendance irrésistible de l'être humain à créer et rejoindre des groupes. Un groupe est défini par ses valeurs et par ses attributs communs, mais surtout, il est défini par opposition aux non-membres du groupe. C'est-à-dire le groupe est défini par opposition aux gens qui ne sont pas dans le groupe. En d'autres termes, quand vous revenez sur l'exemple de tout à l'heure avec les enfants dans la colonie de vacances, avant de rencontrer l'autre groupe, les aigles ne sont pas les aigles, ils n'ont pas de nom, c'est juste un groupe d'enfants. Et ils ne deviennent un groupe, une tribu, ils n'acquièrent cette identité définie qu'à partir du moment où ils sont confrontés à un groupe externe. Un autre exemple, qui est un exemple historique, c'est que vous allez souvent voir quand un groupe prend le pouvoir, que dans leur ascension au pouvoir, le groupe va être très homogène, mais ils vont assez rapidement, une fois qu'ils ont obtenu le pouvoir, se séparer. L'exemple que je vous donnerai ici, c'est les communistes en Russie. Donc quand les communistes ont fait la révolution et ont mené la guerre civile pour prendre le contrôle du pays, le fait d'avoir un ennemi extérieur leur a permis de garder une certaine cohérence interne dans le groupe. À partir du moment où les communistes ont réussi à éradiquer leurs ennemis, ils se sont fragmentés, puisqu'il s'est construit différents groupes au sein du groupe victorieux. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez encore, que ce soit la Révolution française, avec ensuite la terreur, la démocratie, où les démocrates, dès qu'ils ont gagné, dès qu'ils ont instauré la République, première chose à faire, c'est que les communistes, les gars de droite, les gars de gauche étaient tous en accord. Maintenant, ils vont créer différents partis, puisque de façon naturelle, l'être humain va toujours se fragmenter en différents groupes qui se définissent par opposition les uns avec les autres. Un autre exemple qui est d'actualité, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode, on commence l'Euro en France, c'est tout simplement les équipes sportives. Les équipes sportives, c'est quelque chose qui est assez illogique si vous y réfléchissez, puisqu'il
Qu'est-ce qu'une équipe? C'est simplement un maillot. C'est même pas les êtres humains qui la composent, puisque les êtres humains qui la composent vont changer d'équipe et on va soutenir ou pas un individu selon qu'il rejoint une équipe ou une autre. Et les équipes sportives, elles sont probablement une des manifestations les plus pures de ce biais de tribalisme. C'est l'idée que en politique, ça peut se comprendre, en économie, ça peut se comprendre la raison pour laquelle les gens rejoignent des groupes et créent du conflit. Mais en sport, pourquoi est-ce que les gens veulent soutenir une équipe ou une autre? C'est tout simplement une expression d'un besoin fondamental humain. Évidemment, le terme ici de tribalisme n'est pas anodin de ma part, puisque j'essaye d'évoquer cette idée-là que c'est quelque chose qui est totalement ancré dans votre évolution. C'est quelque chose que vos ancêtres ont fait pendant des centaines de milliers d'années. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas facilement être effacé. Alors, comment est-ce qu'une tribu fonctionne? D'abord, une tribu fonctionne sur une histoire commune. C'est pour ça que je voulais commencer dans l'épisode précédent par parler du biais narratif, puisqu'on a ici, encore une fois, un effet de Lollapalooza. Donc Lollapalooza, c'est le fameux terme de Charlie Munger, qui dit que la plupart du temps, les biais narratifs ne fonctionnent pas en isolation, mais ils fonctionnent tous dans le même sens. Et quand plusieurs biais narratifs vont aller dans la même direction, vous allez avoir un effet très fort. Donc en particulier, l'effet qu'on a vu tout à l'heure avec les enfants dans le camp de vacances, c'est exactement cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a un biais de tribalisme qui commence, on a un biais narratif où les différents enfants vont se raconter de chaque côté une histoire différente sur le conflit, sur les valeurs, sur qui est du bon côté et du mauvais côté. Et bien sûr, vous avez un biais de confirmation où à partir du moment où vous êtes un aigle et vous avez créé un stéréotype que les serpents sont des racailles, et ben tout ce que vous allez le voir les serpents faire vont confirmer votre stéréotype que voilà, ils disent des gros mots, ils se comportent mal, ils sont turbulents, etc. Et ça permet d'avoir deux groupes qui sont chacun absolument convaincus à 100% d'être du bon côté de l'histoire. Le deuxième élément intéressant du biais de tribalisme, c'est ce que je vais appeler l'exacerbation des différences minimes. Et ça veut dire que bien souvent, le conflit entre deux groupes n'est pas proportionnel à l'ampleur de leurs différences. Et bien souvent, c'est les groupes qui ont des différences les plus minimes qui vont exacerber ces différences. Donc, deux groupes qui sont extrêmement différents, quand ils sont mis côte à côte, vont très rapidement comprendre pourquoi ils sont différents. Mais deux groupes qui sont très proches vont trouver les petits éléments sur lesquels ils sont différents et vont les exagérer. Et c'est encore une fois l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire que les enfants avaient été volontairement pris dans des milieux sociaux identiques et ils avaient volontairement été répartis de façon aléatoire. C'est-à-dire que la seule façon dont ces groupes peuvent construire une identité différente, c'est d'exacerber les différences minimes de comportement entre eux. Un autre exemple qui peut être familier pour certains d'entre vous, c'est chez les entrepreneurs. Donc vous avez une première distinction essentiellement entre la tribu des entrepreneurs et la tribu du 9 to 5, la tribu des gens qui sont salariés. Et vous allez avoir tout un tas de blogs qui sont dédiés au fait de dire que il faut quitter votre emploi, il faut monter une boîte, c'est la gloire d'être entrepreneur, etc. Donc vous allez avoir une première distinction entre les tribus ici. Mais au sein même de ce qu'on peut appeler la tribu des entrepreneurs, il y a encore pas mal de distinctions. Donc on a la distinction par exemple entre les entreprises qui vont lever de l'argent chez du capital risque et qui vont essayer de monter une grosse entreprise qui peut générer des centaines de millions ou des milliards de retours pour leurs investisseurs. Et les entreprises qui vont être ce qu'on appelle bootstraps, donc qui vont pas lever d'argent et qui vont s'autofinancer avec leurs propres revenus et qui vont bien souvent avoir des ambitions plus petites ou alors avoir une croissance moins rapide parce qu'il y a eu moins d'injections de capital au départ. Et cette distinction qui est au départ une distinction assez subtile, disons de stratégie, de décider où est-ce que vous allez obtenir votre capital, eh bien cette distinction-là peut devenir rapidement exacerbée où vous avez essentiellement deux écoles de pensée complètement différentes qui vont développer des valeurs différentes, qui vont développer des philosophies différentes de comment on va gérer les gens, comment est-ce qu'on va investir, où est-ce qu'on va construire notre entreprise, dans quel pays est-ce qu'on va aller, et qui peuvent être rapidement très différentes, alors que dans l'absolu, vu de l'extérieur, sur 99% des choses, ils sont d'accord. Et même au sein d'une sous-tribu, encore une fois, des gens qui vont être bootstrap, donc qui vont s'autofinancer avec leurs propres revenus, vous pouvez encore trouver des gens qui vont vous faire des dichotomies, c'est-à-dire il y a un terme qui s'appelle le coconut cowboy, qui est un terme, disons, péjoratif,
qui cible un entrepreneur qui en général habite dans un pays d'Asie du Sud-Est, donc d'où le terme de coconut, de noix de coco. Et ce terme péjoratif distingue des gens qui vivent dans un pays à bas coût et qui sont des entrepreneurs avec très peu d'ambition, qui cherchent juste à générer leur 1000 ou 2000 euros par mois et juste à vivoter comme ça sur la plage et qui ont très peu d'ambition. Et donc, vous avez une fragmentation illimitée des tribus. Et pourquoi est-ce que les gens cherchent à créer ces distinctions ou à créer ces différences? Pourquoi est-ce que tous ces termes, toutes ces distinctions existent? Eh bien, c'est un exemple de cet effet de tribalisme où on va ignorer les 99% de choses qu'on a en commun avec cette autre personne. Vous allez ignorer, si vous êtes supporter du PSG, les 99% de choses que vous avez en commun avec le supporter de l'OM. Vous allez exagérer le 1% de choses qui crée une différence entre vous deux. Un autre élément qui va venir renforcer ce biais de tribalisme, c'est le renforcement des croyances et des rituels. Donc, au sein d'un groupe, on va souvent développer tout un tas de croyances, tout un tas de rituels qui sont internes au groupe et qui servent à créer une différence avec les groupes externes. Donc, l'exemple le plus simple, ce sont les religions. Donc, les religions ont tout un tas de rituels qui servent à souder les membres du groupe et à différencier ce groupe des groupes qui sont extérieurs. Et l'élément qu'on retrouve ici, c'est que plus les rituels sont difficiles, plus les rituels sont coûteux et plus ils sont irrationnels, plus la cohésion au sein du groupe va être forte. Pour reprendre l'exemple des religions, différentes religions ont des rituels plus ou moins difficiles, coûteux, irrationnels, et d'autres religions sont moins demandeuses de ce côté-là. Donc prenons l'exemple aux États-Unis, vous avez différentes églises. Vous avez des églises chrétiennes qui sont très libéraux, où les gens vont à l'église de temps en temps, où les gens vont partager certaines valeurs chrétiennes, mais sans suivre la Bible vraiment de façon très rigoureuse. Et ces églises-là, bien souvent, les gens vont partir d'une église à l'autre, vont être moyennement investis dans la religion, vont rentrer, sortir. C'est des communautés religieuses qui sont utiles d'un point de vue du soutien social et d'un point de vue de la spiritualité, mais qui n'ont pas une emprise très forte sur leurs membres. Si vous contrastez ça avec une communauté comme les Amish. Donc les Amish, c'est des communautés qui vivent dans certaines petites régions, aux États-Unis en particulier, en Pennsylvanie, et qui ont essentiellement arrêté le développement technologique au XVIIIe siècle. Donc les Amish, ils vivent en communauté ensemble, ils portent des habits du XVIIIe siècle, ils se déplacent dans des charrettes avec des chevaux, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas de... La plupart du temps, ils sont fermiers ou ils sont menuisiers, ils ne participent pas à l'économie traditionnelle. Ils sont essentiellement des communautés entièrement autosupportées avec des systèmes d'agriculture et de technologies très simples qui peuvent être fabriquées essentiellement par les individus de la communauté, que ce soit les chevaux, les charrettes, etc. Et les communautés Amish, pour le coup, cette communauté religieuse a une emprise presque totale sur le comportement de ses membres. Et pourquoi? Parce que les rituels qui soudent ces membres et la différence entre ces rituels et le reste de la société est tellement forte que essentiellement, soit vous êtes Amish et vous êtes à fond dans la communauté, soit vous devez complètement en sortir et rejoindre le monde, le monde normal, rejoindre la ville, rejoindre le reste de la société. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et tous ces rituels qui sont, d'un point de vue extérieur, très contraignants et très irrationnels, vont non pas affaiblir la communauté Amish, mais au contraire la renforcer. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve partout, et pas uniquement dans les communautés religieuses. Donc si on prend l'exemple du bizutage, la vision habituelle du bizutage, c'est que c'est juste de la cruauté, et que c'est juste les gens les plus âgés dans une communauté qui vont s'amuser aux dépens des nouveaux arrivants. La vérité, c'est que beaucoup d'études ont montré que le bizutage est certes cruel, irrationnel et difficile à traverser, mais il a une fonction sociale dans la cohésion du groupe. Donc, je vais prendre un exemple avec lequel je suis familier parce que moi, je suis entré après une prépa dans une école de commerce. Les écoles de commerce fonctionnent largement sur un système de rivalité. Alors là, c'est exactement le cas extrême de gens qui sont absolument identiques les uns aux autres et qui vont saisir leurs différences extrêmes. Parce que la différence entre un gars qui rentre à HEC et un gars qui rentre à l'ESSEC, qui est la deuxième école de commerce en France, est absolument de zéro. Donc les mêmes mecs peuvent rentrer dans l'une ou l'autre école, ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes lycées, les mêmes prépas, on a tous fait la même chose, et pourtant une fois que vous êtes rentré dans une école, vous faites partie d'une tribu et vous allez détester l'autre tribu.
J'exagère un petit peu, mais il y a un petit peu de cette idée. Et certaines personnes qui vont être vraiment investies dans l'école vont avoir des rivalités très fortes avec les autres écoles qui sont identiques, mais là, c'est pas 99%, c'est 99,99999%. Au sein même d'une école, on a encore une fois cette fragmentation et ces rituels où vous allez avoir différents groupes qui sont les associations. Vous allez avoir différentes personnes qui vont rejoindre des groupes et chaque groupe va avoir son propre système d'intégration, donc tout un système de bizutage ou de rites que vous devez traverser pour atteindre le groupe. Et ce que vous voyez, c'est que plus les groupes et les associations vont avoir un système de bizutage et d'intégration qui est difficile, pénible et qui est voilà, très demandeur pour la personne qui veut intégrer le groupe, plus le groupe derrière va être renforcé. C'est aussi, bien sûr, le cas dans l'armée, par exemple. Donc, dans l'armée, vous avez, pour intégrer la plupart des choses, vous avez un système de bootcamp, d'entraînement qui vont être physiquement et mentalement et émotionnellement très difficiles, que vous allez devoir traverser. Et plus la cohésion du groupe a besoin d'être forte, plus les rites d'accession à ce groupe vont être difficiles. Et un exemple assez évident là-dessus, c'est une unité d'élite aux États-Unis qui sont les Navy Seals. Donc, étant assez médiatisé, on sait pas mal de choses sur l'entraînement des Navy Seals, qui sont une unité d'élite, c'est eux qui ont été envoyés pour tuer, par exemple, Oussama Ben Laden. Et on sait que le taux de réussite dans leur entraînement est très faible. C'est tellement difficile que la plupart des gens vont abandonner avant la fin, alors que c'est déjà la crème de l'armée américaine qui va postuler à cet entraînement-là. Le résultat là-dedans, c'est non seulement qu'on va sélectionner les soldats les plus performants, mais c'est aussi que ceux qui passent cet entraînement vont tout d'un coup avoir la sensation qu'ils font partie d'un corps d'élite. Et la cohésion au sein du groupe est absolue une fois que les gens ont pu accéder à ce stade-là. Et tous ces éléments de bizutage, de rituels irrationnels, ont leurs racines dans des choses très anciennes, qui sont tout simplement les rites de passage. Quand vous avez une culture ancienne, vous avez généralement un rite de passage où, à l'âge de, en général, 14, 15 ans, 16 ans, un enfant va devoir traverser une épreuve difficile pour accéder au groupe des adultes. Et c'est pas, par exemple, on va envoyer l'enfant dans la nature et il doit survivre pendant X jours, où il doit être envoyé dans la nature et traquer à lui tout seul tel animal et tuer l'animal et le rapporter pour montrer qu'il est devenu un bon chasseur, etc. Et tous ces rituels-là, qui sont assez dangereux pour les enfants, parce qu'on peut imaginer que quand vous envoyez vos enfants à 14 ans pendant 7 jours dans la nature, il y a une partie qui va pas revenir. Et le coup en enfant perdu, c'est un peu horrible à dire, mais est récupéré par le groupe, dans l'idée que le groupe derrière est vachement plus soudé par cette expérience en commun qu'ils ont dû traverser. Et ces idées-là ont été récupérées par pas mal d'entreprises modernes. Je pense par exemple à l'entreprise Zappos, qui est une entreprise américaine qui vend des chaussures sur Internet. Et maintenant, ils vendent différents éléments, mais à l'origine, ils vendaient principalement des chaussures sur Internet. Et leur principal avantage compétitif, c'était qu'ils avaient un service client supérieur au reste de leurs concurrents. Et donc, les gens étaient largement plus confortables pour acheter des chaussures sur Internet à partir du moment où les Zappos avaient la réputation d'avoir ce service client incroyable. Il y a tout un tas d'histoires chez Zappos où on vous dit que si vous appelez Zappos, quel que soit votre problème, ils auront la solution. Donc si vous appelez Zappos et leur dire « je veux commander une pizza », ils essaieront de vous aider, même si ça n'a rien à voir avec leur business et avec les chaussures. Et donc Zappos va envoyer toutes ces nouvelles recrues, même si vous êtes recruté chez Zappos pour être directeur marketing ou si vous êtes recruté chez Zappos pour être développeur, eh bien vous allez devoir passer une certaine durée à travailler dans le département de service client. Et c'est une version très, très adoucie du bizutage. On va forcer tout le monde de travailler au bas de l'échelle dans le service client. Ce que ça permet, c'est que ça va indoctriner dans l'entreprise que le service client, c'est la chose la plus importante chez Zappos, parce que chez eux, c'est l'élément vraiment clé qui va faire la différence dans leur marketing. C'est l'élément qui leur a permis d'avoir du succès historiquement. Et donc, ça permet d'inculquer à tout le monde dans l'organisation, y compris les gens les plus haut placés, à quel point le service client est important. Mais ça permet aussi de créer un esprit de corps au sein du groupe Zappos, puisque on a été chez Zappos, nous, on fait le meilleur service client, on est tous passés par là. Et c'est différent évidemment avec les entreprises concurrentes où ce rite de passage n'existe pas et où la cohérence au sein du groupe n'est pas forcément aussi forte. Le dernier élément qui explique cette idée du tribalisme, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut réunir différents groupes.
Si vous vous souvenez, c'était un des objectifs de l'expérience dont on a parlé au départ avec les enfants dans la colonie de vacances, c'était de se dire on va commencer par introduire du conflit et ensuite on va tester différentes méthodes pour réunifier ces groupes. Les premières choses qui ont été tentées, c'est de réunifier les groupes autour d'activités communes, en particulier voilà, de choses qui sont plaisantes pour les enfants. On les avait emmenés au feu d'artifice, on les avait fait jouer à des jeux, etc. Mais le fait de rassembler les enfants pour des activités communes plaisantes ne suffisait pas et au contraire, en fait, ça allait exacerber leurs différences et ils allaient continuer à se bagarrer et à s'insulter. La solution a été d'introduire un ennemi commun. Donc on a été voir les enfants et on leur a expliqué que le camp dans lequel ils devaient tous les deux cohabiter ne pouvait plus avoir d'eau puisqu'un vandale avait saboté l'arrivée d'eau au camp. Et donc, on devait trouver la source du sabotage et pouvoir réparer les choses. Donc, on a séparé les enfants en différents groupes et on les a fait parcourir toute la zone entre le réservoir et le camp pour observer les tuyaux et voir s'il n'y avait pas une fuite, s'il n'y avait pas un problème, s'il n'y avait pas un élément de sabotage. Et le fait de les unir dans une cause commune contre un ennemi commun, même si l'ennemi commun, en l'occurrence, était imaginaire, il sert son objectif. C'est-à-dire qu'il sert l'objectif de créer un groupe extérieur du vandale, une espèce de présence maléfique, et de pouvoir unifier le groupe des enfants dans un ennemi commun et avec des valeurs et un objectif commun. Et ça va fonctionner. C'est-à-dire que, ayant unifié les enfants sur cet objectif, on a pu les faire coopérer pour trouver l'objectif du problème d'eau, pour le réparer, et par la suite, pour coordonner entre eux qui allait accéder à l'eau en premier, etc. Et donc, toute une partie de l'animosité avait été déplacée à l'extérieur du groupe, et ce qui avait pu renforcer la cohérence du groupe des 22 enfants. Voyons maintenant rapidement quelles sont les applications de ce biais en marketing. La première chose qui est assez évidente et qui aura frappé beaucoup de monde, je pense, jusqu'ici, c'est toutes les communautés qu'on voit aujourd'hui se construire. En particulier, aujourd'hui, la mode absolue, c'est de construire des groupes Facebook. Et le but du groupe Facebook, c'est bien sûr de créer une communauté qui partage un certain nombre de valeurs. Et plus le groupe Facebook va être sélectif, plus il va être fermé, plus il va être difficile d'y accéder, plus l'intérieur du groupe sera renforcé. Donc mon conseil, c'est que si vous voulez aujourd'hui créer un groupe Facebook, le but n'est pas d'accéder au maximum de personnes, parce que si vous avez un groupe Facebook avec tout et n'importe qui, votre groupe perd de la valeur dans la mesure où la cohérence et la barrière à l'entrée est assez faible. L'opposé, évidemment, c'est un groupe Facebook avec une barrière à l'entrée très élevée, où il faut payer pour y arriver, ou alors il faut déposer une candidature, etc. Si vous arrivez à maintenir un tel groupe avec une grosse barrière à l'entrée et un niveau d'activité et un volume de participation suffisant, vous allez avoir une cohérence qui sera largement supérieure à un groupe concurrent qui accepte tout et n'importe qui sur simple demande. Cette idée de communauté existe en dehors de l'exemple évident du groupe Facebook ou du forum. Donc par exemple, j'anime bien sûr le podcast Marketing Mania, il y a un autre podcast auquel je participe qui est le podcast Nomad Digital, que vous pouvez retrouver si vous ne le connaissez pas sur iTunes ou sur le site nomaddigitalpodcast.com. Ce qui est intéressant sur le podcast Nomad Digital, c'est qu'il n'est pas construit autour d'un problème, ou il n'est pas construit autour d'une solution, ou il n'est pas construit autour d'un résultat. Il est construit autour d'une philosophie de vie. Et d'ailleurs, selon un sondage qu'on a réalisé récemment sur l'audience du podcast Nomad Digital, la plupart des gens qui écoutent ce podcast ne sont pas encore nomades digital, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore capables de voyager n'importe où avec leur ordinateur. En revanche, ils s'identifient dans cette communauté, ils s'identifient dans les valeurs qui sont partagées. Ils ont une vision du monde en commun. Et cette vision du monde qui est défendue par le podcast Nomad Digital, elle fonctionne et elle permet de rassembler cette communauté très fidèle qui gravite autour de ce podcast grâce à une chose. C'est parce que la société ne partage pas ses valeurs. Si le podcast Nomad Digital se contentait de défendre des positions qui sont assez largement défendues, il ne pourrait pas construire une communauté de fans qui sont dévoués à ce podcast. Mais le fait que les valeurs et les idées et les opinions qui sont défendues contrastent très fortement avec le reste du monde, ça permet aux gens de se souder autour de cette idée et de se souder autour de la défiance essentiellement des conseils et des idées qui sont donnés habituellement dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du marketing et surtout dans la société au sens large.
Donc par exemple, des croyances telles que le fait que avoir votre diplôme, c'est pas si important que ça, la croyance que être entrepreneur est plus sûr qu'être employé, la croyance que vous pouvez travailler de façon productive sans forcément rester dans un lieu en particulier, c'est des choses qui sont partagées par l'audience du podcast, Nomade Digital, mais qui ne sont pas partagées par la société au sens large et qui permettent d'unifier le groupe autour de ses valeurs, autour de ses histoires, etc. Un second exemple de l'utilisation du biais de tribalisme en marketing, c'est le produit en tant que signal d'appartenance. L'exemple le plus simple, ce sont les marques. Pensez à une marque comme Apple, pensez comme une marque à Harley-Davidson, pensez à une marque comme Louis Vuitton, ou Prada, ou Hermès, ou quelle que soit la marque à laquelle vous voulez penser. Ces marques dépensent des millions et des millions d'euros en publicité pour une chose, pour vous permettre d'associer cette marque à certaines valeurs, pour permettre d'associer cette marque à un certain groupe auquel vous aspirez d'appartenir. Et si une marque a réussi à se positionner en tant que signal d'accession à un groupe, ça lui permet d'utiliser ce fameux biais de tribalisme pour vous permettre de montrer qui vous êtes, de montrer à quel groupe vous appartenez et de créer votre différence avec les gens qui ne sont pas dans le groupe. L'exemple le plus frappant de ça, c'est bien sûr les pubs que Apple faisait pendant un moment, où vous avez un individu qui disait « moi je suis un Mac » et un individu qui disait « moi je suis un PC ». L'objectif de cette pub était bien sûr de créer une différence entre la personne qui achète Apple et qui donc appartient à un certain groupe et partage certaines valeurs et certaines histoires, et une personne qui achète un PC et qui appartient à un autre groupe et défend d'autres valeurs. Un exemple plus accessible, parce que je pense que la plupart d'entre vous qui m'écoutez ne gérez pas une marque multinationale qui a 100 millions de budget marketing. C'est un argument qui est souvent utilisé dans le produit d'information. Prenez par exemple cette phrase qui va souvent être retrouvée dans des pubs pour un produit d'information. Je cite « Si vous êtes le genre de personne qui a de l'ambition dans la vie et qui ne se contente pas d'accepter ce que la société vous dit, alors vous allez acheter mon produit et réaliser vos rêves. » Ici, on joue sur le fait, le mot qui est important, c'est si vous êtes le genre de personne qui a de l'ambition dans la vie et qui ne se contente pas d'accepter ce que la société vous dit. On joue sur le genre de personne qui vous êtes, sur le groupe auquel vous aspirez d'appartenir. Et que si vous achetez ce produit, eh bien vous pourrez appartenir à ce groupe. Troisième idée d'application de ce principe de tribalisme, c'est que si vous voulez unir votre communauté autour d'une idée, d'une valeur, c'est une très bonne idée de pouvoir déterminer votre Dark Vador, de pouvoir avoir un bouc émissaire, de pouvoir avoir un ennemi. Et dans l'exemple que je viens de donner sur la société est le bouc émissaire. La société vous oppresse, la société vous donne des mauvaises idées, la société vous force à travailler dans un emploi salarié toute votre vie, à être esclave, etc. etc., etc. C'est une histoire, encore une fois, c'est un biais narratif, hein, c'est une histoire qui est à raconter, qui peut être défendue d'un côté ou de l'autre. L'important, c'est qu'elle permet de mettre un bouc émissaire, de pointer un ennemi et d'unifier votre communauté, et d'unifier vos valeurs et d'unifier votre histoire autour d'une opposition à un ennemi commun. Ce qui revient bien sûr à l'exemple tout à l'heure du fameux Vandale qui a saboté l'arrivée d'eau. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez cette série, le mieux que vous puissiez faire, c'est de partager les valeurs de la tribu de Marketing Mania et de me laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est quelque chose qui est très très utile pour le podcast, parce que ça permet de toucher de plus en plus de monde et ça permet de pouvoir toujours créer plus d'émissions et pouvoir investir plus dans ces émissions, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus de réflexion. C'est moi aussi un signal utile pour me dire que ça vous plaît, ça vous intéresse et qu'il faudrait que je continue. Évidemment, c'est des choses, moi je lis tous les commentaires que vous me laissez et c'est des choses qui me permettent d'ajuster mes idées, mon discours, de savoir ce qui vous est utile, ce qui est intéressant pour vous, etc. Donc rendez-vous sur iTunes, laissez-moi une évaluation. Et bien sûr, si vous voulez retrouver tous les épisodes de la série et télécharger le PDF qui récapitule tous les biais cognitifs dont on a parlé tout au long de la série, rendez-vous sur marketingmania.fr/billets. Donc c'est marketingmania.fr/BIAIS. Quant à moi, je vous dis bien sûr à mardi prochain pour le 4e épisode de notre série sur les biais cognitifs. À la semaine prochaine.